Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire intitulé «L'approche des communautés de pratique, un outil pertinent pour le travail collaboratif». Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et il me fait plaisir d'être l'animatrice de ce webinaire aujourd'hui. Prochaine diapo. Alors, en débutant, quelques mots concernant la Société Santé en français. La Société Santé en français, c'est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Donc, deux séries de webinaires sont offertes. La première qui porte sur des découvertes et l'autre, le développement professionnel. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans la série Découvertes puisqu'il nous fait, comme le nom l'indique, découvrir une approche, celle des communautés de pratique. Les objectifs des webinaires sont d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes, et de favoriser les interactions entre les producteurs de connaissances et les utilisateurs de connaissances. Prochaine diapo. Donc, le webinaire d'aujourd'hui rejoint la programmation de la Société Santé en français dans son parcours Santé 18-23. Vous voyez la pastille bleue qui est celle des ressources humaines mobilisées. Donc, le webinaire porte sur cette pastille. Maintenant, quelques mots, prochaine diapo. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 personnes de qualité, 4 conférencières et conférenciers. Je vais les présenter en rafale. Alors, tout d'abord, il y a Annie Boucher. Annie est agente de planification à l'entité 2, représentante de la table interagence du Niagara et de la table de concertation Waterloo-Wellington-Guelph. Annie a un intérêt particulier pour le réseautage et l'engagement communautaire, ainsi que la mise en œuvre d'initiatives novatrices et efficientes en vue d'améliorer l'accès aux services de santé pour la communauté francophone. Notre deuxième présentatrice, Tina Chrisman, est coordonnatrice des services en français et responsable de la liaison pour la santé autochtone au réseau local d'intégration des services de santé, communément appelé AIRLIS, de Simcoe Nord-Muskoka avec Santé Ontario. Elle est également représentante de la communauté de pratique Simcoe Nord-Muskoka. Dans son travail, Tina s'assure de mettre l'accent sur l'innovation, la qualité et l'équité en matière de santé. Tina est reconnue pour être une personne dynamique et elle est également reconnue pour son professionnalisme. Un conférencier, Paul Levac, directeur général par intérim pour l'entité de planification des services de santé en français, Érié-Saint-Clair-Sud-Ouest, également représentant de la communauté de pratique virtuelle pour professionnels bilingues du sud-ouest de l'Ontario. Paul collabore avec différents partenaires au sein du comité de direction de la communauté de pratique pour professionnels bilingues afin de mener à bien les activités liées à cette communauté qui tient à offrir une plateforme interactive aux professionnels et au personnel de soutien. Et finalement, la quatrième conférencière d'aujourd'hui, Nancy Larivière, coordonnatrice de projet au réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario depuis 2013. Nancy s'occupe d'initiatives qui favorisent l'intégration des professionnels bilingues des domaines de la santé et des services sociaux. Et vous comprendrez qu'avec ces quatre conférencières et conférenciers, la présentation de la bio aurait pu être beaucoup plus longue, mais on est courte pour vraiment leur laisser toute la place à présenter chacun leur expérience de communauté de pratique. Oui, maintenant, quelques éléments de logistique. Donc, vous êtes tous présentement en mode sourdine, mais ça ne vous empêche pas quand même de participer avec nous. Vous pouvez utiliser la boîte chat ou la boîte de conversation au bas de votre écran et poser des questions soit en cours de présentation
ou lors de la période d'échange à la fin de notre rencontre. Aussi, pour augmenter la participation, nous vous offrirons quelques sondages interactifs qui sont complètement facultatifs et anonymes. On le lance dès maintenant, vous le verrez apparaître à l'écran. Il ne vous suffit que de cocher la case qui correspond à votre réponse. Donc, allons-y. Une première question. Qu'est-ce qui vous incite à participer au webinaire d'aujourd'hui? Le désir d'en savoir plus, la curiosité, le besoin d'outils d'intervention ou autre motivation. Donc, vous pouvez choisir selon ce qui vous pousse à être ici aujourd'hui. Vous pouvez voter maintenant. La question numéro 2, connaissez-vous le modèle des communautés de pratique? Non, pas du tout. Oui, un peu. Oui, très bien. Et vous pouvez faire défiler la bande à côté des questions pour accéder à la question 3, qui est est-ce que vous faites présentement partie d'une communauté de pratique? Donc, après avoir voté, simplement appuyez sur le bouton soumettre au bas de votre écran. On saura un peu mieux qui est derrière les différents écrans dans votre coin de pays. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les participants, vous êtes nombreux et vous êtes des provinces de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Donc, la motivation à participer au webinaire d'aujourd'hui, le désir d'en savoir plus à 54 %, la curiosité à 31 %. C'est très bon. La curiosité, c'est un signe d'intelligence. Connaissez-vous le modèle des communautés de pratique? Non, pas du tout, pour seulement 8 % d'entre vous, mais la majorité des gens présentement connaissent très bien les communautés de pratique. Alors, c'est intéressant de vous avoir quand même à bord. Et est-ce que vous faites partie d'une communauté de pratique? 54 % d'entre vous faites partie d'une communauté de pratique présentement. C'est complètement génial. Et ces informations-là vont nous être utiles pour aller vous solliciter lors de la période d'échange suivant les 4 présentations. Donc, moi, je vais cesser le partage de mon écran et je vais inviter notre première conférencière, Madame Nancy Larivière, à débuter sa présentation. Merci beaucoup. On ne t'entend pas, Nancy. Bon, OK. Déjà, premier problème technique. Merci, Nathalie. Donc, j'imagine que vous voyez mon écran. Alors, dans ma section de présentation, je vais brièvement vous expliquer comment le réseau Franco-Santé Sud, notre organisme, a travaillé en collaboration avec 5 regroupements d'agences en modèle communauté de pratique afin de mettre un projet en place, le projet Communauté accueillante. Je tiens à dire que je ne suis pas une experte de communauté de pratique. Les panélistes pourront vous donner les détails dans ce domaine-là, mais je désire vous faire part de mon expérience en tant que coordonnatrice de projet à collaborer avec des communautés de pratique afin de mener un projet national. Alors, le projet en question s'appelle Communauté accueillante. Il a été financé par Santé Canada via la Société Santé en français et mené par le réseau Franco-Santé Sud. Il vise à aider les 5 régions que vous voyez au-dessus de l'écran à développer des compétences, des outils pour mettre en place des activités d'accueil pour professionnels dans leur région. En tant que gestionnaire du projet, mon organisme, le réseau Franco-Santé Sud, encourage la mobilisation des connaissances, soutient les pratiques exemplaires et l'échange d'expertise entre les régions. Le réseau assume aussi la diffusion des retombées du projet afin d'inspirer d'autres communautés à créer leur propre initiative d'accueil, comme par exemple dans ce webinaire. Rapidement, je voulais attirer votre attention sur le logo qui représente les 5 cercles. Les 5 cercles représentent les 5 communautés avec des couleurs distinctes parce qu'elles sont vraiment différentes les unes des autres, qui se retrouvent tous sous le logo, l'image de la maison qui représente un peu l'accueil de la communauté francophone. Et au centre, vous avez le pentagramme qui représente les 5 partenaires clés en santé tels que
tels que définis par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est le projet. Les 5 regroupements d'agences qui ont été retenus en 2018 pour mettre en place le projet Communauté accueillante sont les suivantes. Donc, vous allez bien sûr vous rendre compte assez rapidement qu'ils ne s'appellent pas tous des communautés de pratique, mais vous savez, il ne faut pas se fier aux étiquettes parce qu'ils ont tous certaines qualités propres aux communautés de pratique. Et c'est suite aux 5 clés de succès que nous avons utilisées pour identifier ces 5 communautés-là comme étant les mieux placées pour mettre en place le projet. Et je vous les présente tout de suite. La première clé de succès qui les définissait était qu'ils comportaient des regroupements divers de plusieurs et divers membres. Et plusieurs membres veut dire une richesse des perspectives et des opinions et une bonne représentation de la population francophone de leur région. La deuxième clé de succès était qu'ils avaient une vision commune. Ça veut dire qu'ils avaient travaillé des termes de référence, plans stratégiques ou fait un travail de réflexion conjoint afin d'identifier leur mode de fonctionnement et des objectifs communs, incluant entre autres, accroître la vitalité francophone communautaire de leur région et les services de santé en français, qui étaient bien sûr aussi des objectifs du projet Communauté accueillante. La troisième clé de succès qu'ils avaient tous était l'engagement des champions. Leur communauté de pratique, ces regroupements comportaient des leaders communautaires et des personnes qui avaient à cœur la cause des services en français. La quatrième clé était qu'ils avaient une stratégie adaptée à la communauté. Ils avaient une bonne connaissance, c'était vraiment des endroits qui avaient des bonnes connaissances des besoins de leur communauté et certainement une volonté de répondre à ces besoins par des actions concrètes. Et finalement, la dernière clé de succès que ces regroupements avaient tous était une stratégie d'accueil durable. Ils avaient tous mis en place un environnement favorisant la collaboration entre leurs membres. Ça veut dire des calendriers de rencontres annuelles, des systèmes de communication entre membres, et finalement, un modèle de fonctionnement qui faisait que c'était des communautés de pratique établies ou en croissance, qui avaient, si on pourrait dire, les reins solides pour mener à bien l'initiative. Comprenant que ce n'est pas tous les participants qui proviennent de la région du sud de l'Ontario, géographiquement, vous avez ici une représentation où se trouvent les cinq communautés, regroupements d'agences dans le sud de l'Ontario. Pour vous placer, vous avez Ottawa ici, et si vous prenez l'autoroute pour longer, vous arrivez à Toronto, les chutes Niagara ici, le long de la frontière américaine, Détroit et la frontière américaine. Les points bleus représentent certaines villes assez importantes pour vous situer, et les cercles représentent les 5 communautés. Alors, comme vous voyez, ces 5 régions séparées par des populations francophones distinctes et des besoins spécifiques. Le projet a permis de mettre en place un système de partage de ressources interagences, interrégions, et le comité de communauté accueillante a permis aux représentants de chaque région de se rencontrer, de partager des connaissances, des pratiques exemplaires et des expertises régionales. Le projet a aussi permis de faciliter les échanges de ressources aussi entre paliers. Donc, lorsqu'il y avait de l'information venant de la Société Santé en français de Santé Canada, elle est facilement distribuée parmi les régions et les régions, les informations, leurs besoins peuvent être facilement aussi transmis. Alors, il y avait vraiment, le projet a permis quelque part de mettre en place un processus de communication très intéressant. Donc, très rapidement, juste laisser savoir, le projet voulait être assez flexible pour que chaque région puisse identifier la meilleure approche pour ses besoins. Chaque région a développé sa propre expertise et a pu ainsi inspirer d'autres régions intéressées à mettre des pratiques en place. Donc, ils ont pu s'aider les uns des autres. Donc, je veux aussi, le but de la présentation n'est pas de vous donner de l'information précise et complète sur le projet Communauté accueillante, mais dans la version web PDF du document, vous aurez accès à des ressources si vous voulez plus d'informations sur les clés de succès à travers le guide ou le processus stratégie de ressources humaines en santé générale ou le projet Communauté accueillante où vous avez des ressources sur chaque communauté de pratique. Donc, sur ce, je vous remercie.
Beaucoup. Et je vais passer la parole aux panélistes. Donc, pour commencer avec Annie Boucher, panéliste représentante de la table interagence du Niagara et de la table de concertation de Waterloo-Wellington. Annie va vous présenter le modèle de communauté de pratique regroupant diverses agences qui offrent des services en français, donc santé, éducation, immigration et tout. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Nancy. C'est très encourageant de voir aussi, de revoir un petit peu les activités des autres communautés de pratique. C'est toujours très motivant de travailler avec Nancy. Moi, je vais vous parler des communautés de pratique communautaires, donc le modèle des tables intersectorielles. Je suis avec ma collègue Chloé Eward, je vais faire la présentation, mais Chloé est plus familière avec la table de Waterloo-Wellington Guelph. Donc, à la fin, si vous avez des questions spécifiques pour cette table-là, Chloé va se faire un plaisir d'y répondre. Nous sommes agents de planification pour l'entité de planification du service de santé en français pour Waterloo, Wellington, Hamilton, Niagara, Oldham et Bram. Et on va vous montrer rapidement ça se trouve où. Donc, Waterloo-Wellington, c'est la région qui porte le numéro 3. Et la région de Niagara, c'est, comme vous pouvez voir, entre les deux grands lacs, donc le lac Ontario et le lac Erie. Ce sont les deux tables qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, deux tables intersectorielles communautaires, deux communautés accueillantes, celle de Waterloo-Wellington Guelph et de de Niagara, la table interagence francophone de Niagara. Ces tables sont constituées d'organismes qui desservent la communauté francophone et qui sont issus d'une multitude de secteurs, donc de l'éducation, la petite enfance, l'emploi, le développement économique, la culture, etc. Évidemment, la santé et les services sociaux, incluant la santé mentale. Les objectifs des tables communautaires, c'est de regrouper, de refléter la diversité de la communauté francophone, tant au niveau des services que de l'âge, de la culture, les intérêts, etc. Promouvoir une francophonie visible, engagée, épanouie dans la région. La visibilité de la francophonie, on va en reparler plus tard aussi, c'est un point très important, c'est un objectif important pour les communautés francophones. Mobiliser et engager les membres afin de répondre aux besoins actuels et futurs. Faciliter la coordination de projets, le partage de ressources, la collaboration pour l'épanouissement, la vitalité, la relève de la communauté francophone. Et partager, multiplier les occasions de vivre en français dans les régions. Ça se fait par exemple par des calendriers communautaires, etc. Donc, la table de WW, au niveau de l'organisation, la table s'est dotée d'un plan organisationnel. C'est organisationnel ou opérationnel? Je m'excuse, Chloé, peut-être que je me suis trompée. Depuis 2018, les réunions sont bimensuelles. La table fonctionne avec un modèle de coprésidence. Donc, il y a toujours une personne qui est là pour offrir le soutien. Donc, il y a deux présidents au moment où on se parle. D'ailleurs, vous pouvez voir autour de la table, c'est beaucoup de femmes. Et la table a des comités, quelques comités, un comité santé par exemple, et un comité qui gère le plan opérationnel ou qui est à la rédaction du nouveau plan opérationnel, qui est un comité plus ad hoc, mais il y a toujours la possibilité d'ajouter des comités. Les projets prioritaires, les réalisations de cette table-là, la visibilité de la communauté. Donc, il y a eu le site web qui a été lancé récemment. Et comme Nancy disait, le projet de communauté accueillante dans lequel il y a eu, par exemple, le tournage de vidéos témoignages, une bourse d'études pour les étudiants, il y a certains sondages auprès des universités locales, etc. Et ici, juste une capture d'écran rapidement pour vous montrer le site de la table de concertation de WWG. Ensuite de ça, la table de Niagara a une planification stratégique communautaire quinquennale qui se termine maintenant parce qu'elle a été préparée en septembre 2015, la dernière. Donc, la table
a eu 2 réunions virtuelles récemment pour revoir la planification stratégique communautaire. Les réunions sont trimensuelles. Il y a 2 coprésidents dans le même modèle donc, que dans WW. La membriété est un petit peu plus fluide, c'est-à-dire que les gens peuvent inviter des gens au besoin quand les thèmes ou quand c'est approprié. Et il y a des comités sectoriels, dont le comité santé aînée, par exemple, qui gère le projet de communauté accueillante, un comité sur l'immigration francophone, etc. Les projets prioritaires et les réalisations, le site Bonjour Niagara a été élaboré grâce à une subvention du gouvernement de l'Ontario. Il y a un projet d'accueil des immigrants francophones aussi, une trousse d'outils qui a été préparée, qui est distribuée au point d'entrée pour assurer l'accueil des immigrants francophones dans notre région. Les rendez-vous carrière santé, ce sont les projets qu'on gère à travers dans le cadre du projet Communauté accueillante. Il y a eu la publication du profil de la communauté francophone qui est bilingue, qui sert un petit peu de fenêtre sur la communauté francophone pour les organismes anglophones. Ici, rapidement, juste quelques captures d'écran pour le site de la table Interagence de Niagara qui s'appelle Bonjour Niagara.com. Et ici, une photo de l'exercice. Vous voyez, ça, c'est une capture d'écran d'un article qui avait été publié dans le régional sur l'exercice de de planification stratégique. C'est un article récent, mais la photo date de 2015. Les avantages de la collaboration communautaire, l'arrimage du projet, évidemment, aux priorités stratégiques communautaires, le rôle des comités pour répondre de façon ciblée aux priorités, aux défis identifiés par la table, la communication entre organismes et la coordination des efforts communautaires sont facilités, l'engagement de membres participants de la communauté. Donc, un membre de la communauté peut participer à la table en son propre nom pour représenter la communauté. La visibilité des organismes francophones auprès des institutions d'enseignement et des décideurs qui sont majoritairement anglophones. C'est plus facile d'être sur le radar, évidemment, quand on est concentré et intégré. Et les tables interagences servent de porte d'entrée pour rejoindre la communauté francophone dans son ensemble. Il y a des défis aussi à la collaboration communautaire, il ne faut pas s'en cacher. Dans le Niagara, par exemple, on commence à se pencher sur la question de la relève. Beaucoup des gens qui participent à la table vont prendre leur retraite dans les mois ou les années qui viennent. La demande en termes de temps pour faire avancer les projets, ça peut devenir un défi. L'engagement à long terme, la participation des employeurs anglophones dans la mesure où ça peut être difficile pour des employés qui ont la responsabilité des services en français de convaincre leur employeur de la valeur de cet engagement communautaire. La prise de décision peut devenir laborieuse. Ceux qui sont déjà membres de communautés de pratique, je pense, peuvent en témoigner. La rotation des participants, les employés changent, évidemment, les employés changent d'emploi, et l'absence de financement et de soutien administratif de façon continue. Et j'aimerais vous laisser sur des notes plus positives. Je pense deux messages qui sont importants pour nous. Le modèle intersectoriel nous donne accès à une expertise riche et diversifiée qui permet d'avoir l'appui et la rétroaction sur nos projets de différentes perspectives sectorielles. Le modèle communautaire crée un sentiment d'appartenance et de responsabilité communautaire des individus et des organismes impliqués. Et pour terminer, donc, nous vous remercions. Et vous avez ici nos adresses courriels, mon adresse et l'adresse de Chloé, ma collègue. Merci. Je vais passer la parole, je m'excuse. Je vais maintenant inviter ma collègue Tina Chrisman qui va nous parler du modèle des communautés de pratique regroupant des agences désignées, identifiées pour offrir des services en français.
Alors, le micro, s'il vous plaît, Madame Tina. Pardonnez-moi. Merci, Annie. Parfait, merci. On préfère vous entendre. Bonjour à tous. Je veux juste m'assurer que vous voyez mon écran. Un instant, et voilà. Merci beaucoup. Merci, Annie. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des Haudenosaunee et des Anishinaabe. Ce territoire est visé par les traités du Haut-Canada. Nous reconnaissons que nous sommes tous visés par les traités et nous acceptons d'assumer notre responsabilité d'honorer toutes nos relations. Voici une map de Santé Ontario ici. Je suis située ici à Barrie. Je fais partie de North Simcoe-Muskoka, qui est la région juste ici que vous voyez. Puis aussi, je représente Mississauga-Halton, qui est ici en bas aussi. J'aimerais ça juste dire un bonjour à mes collègues de l'entité 4, Sylvie Boulet, et de l'entité 3, Zara Diallo et Rosanne Lapron, qui sont avec nous aujourd'hui et qui font partie des communautés de pratique pour la région de North Simcoe-Muskoka et de Mississauga-Halton. La communauté de pratique du Airlist de Simcoe-Nord-Muskoka a été mise sur pied en 2014. Un des premiers Airlists à adopter l'approche dans la province. Elle est composée de 2 fournisseurs de services de santé partiellement désignés en vertu de la règle de l'Ontario qui assure des services de santé au public en français conformément aux dispositions de la loi sur les services en français. Aussi de 7 fournisseurs identifiés qui assurent au public des services de santé en français conformément à leur capacité actuelle. Des organismes externes francophones. Ici, dans notre région, on a la Clé de la Baie. Et notre partenaire, comme j'ai mentionné, Sylvie Boulet, l'entité de planification des services de santé, l'entité 4. Ce groupe n'est pas chargé d'élaborer des politiques officielles. Il s'agit plutôt d'un regroupement d'organismes dont le but consiste à améliorer la présentation de soins de santé à la population francophone de Simcoe-Nord-Muskoka, en misant sur l'apprentissage commun et la collaboration. Le groupe pourrait avoir l'occasion d'offrir des conseils aux Airlists concernant la planification stratégique et de nouveaux programmes pour la francophonie de North Simcoe-Muskoka. Le groupe se réunit 4 fois par année pour partager leurs expertises, des ressources, des pratiques exemplaires et autres leçons apprises afin d'aider les autres membres du groupe de rehausser leurs services en français pour les clients, patients, soignants et leurs familles. Ici, vous voyez la table. Sylvie, elle venait juste de... Sylvie, c'est la dame ici, là, juste en orange, les cheveux roux. C'était sa première journée avec nous, fait que c'était pas mal une grosse journée pour elle. Mais on a... notre table, j'ai des membres qui sont très impliqués, qui sont très épanouis, puis qui veulent vraiment avancer les services en français ici dans la région de Simcoe-Nord-Muskoka. Cette table, elle a été aussi développée parce que, qu'est-ce qui arrive, nos fournisseurs ici ont une obligation de promouvoir les services en santé s'ils sont identifiés ou désignés pour leur région. Puis, il y avait beaucoup de fournisseurs qui ne savaient pas c'était quoi leurs obligations, puis ils trouvaient qu'une table comme celle-ci pourrait les aider à définir des ressources et des pratiques qu'ils pourraient utiliser dans la région. Alors, le groupe a des objectifs et nos objectifs, c'est de créer un environnement de collaboration favorisant la communication des besoins en matière d'apprentissage lors du développement et de l'amélioration des services en français. Diffuser les leçons apprises, les pratiques exemplaires, comme j'ai mentionné, les documents, des politiques et des ressources. Il y a des organismes qui développent des politiques, alors on les partage. Pourquoi réinventer la roue quand il y a quelqu'un qui a déjà développé une politique? Aux membres du groupe dans le but d'améliorer la prestation de services de français. Contribuer à l'amélioration des services de santé à une plus grande échelle pour la population francophone. Alors, on s'assure que les gens qui sont assis à la table ont probablement une bonne relation avec le leadership ou les ressources humaines ou
les gens dans leur organisme qui peuvent vraiment faire un gros changement culturellement et linguistique. Apporter un soutien aux fournisseurs de soins de santé selon le besoin afin de rehausser les services. Puis fournir des conseils au Airlist, encore une fois, comme j'ai mentionné, pour changer les politiques et de s'assurer que le Airlist, nos buts sont en ligne avec les buts des fournisseurs pour les services en français. Alors aujourd'hui, je suis ici pour parler de la communauté de pratique du Airlist de Mississauga-Halton aussi. Ma collègue, qui était Liz Molinaro, juste ici dans le milieu, malheureusement a pris un autre poste. Alors, je me suis fait demander de parler de la communauté de pratique pour Mississauga-Halton, car Liz et moi, on a travaillé, je lui ai aidé, je lui ai partagé les bons succès qu'on avait avec notre communauté de pratique. Et alors, elle a mis sur pied en 2016 la communauté de pratique pour Mississauga-Halton. Il y a eu beaucoup de succès avec cette table. Il s'agit d'un réseau de partenaires solides et novateurs entre des organismes multidisciplinaires et intersectoriels pour contribuer à l'amélioration de l'équité des soins de santé sur le plan culturel et linguistique. Le groupe se réunit tous les trimestres pour trouver des stratégies et des mesures visant à accroître la capacité des fournisseurs des services de santé et des services sociaux à offrir des services en français et à améliorer l'accès des francophones aux programmes et aux services en français. Ils cherchent conjointement à éliminer les obstacles linguistiques et culturels pour cette population prioritaire en situation minoritaire. Alors, la petite différence entre la communauté de pratique de Simcoe-Nord-Muskoka et la communauté de pratique de Mississauga-Halton, dans le Nord, notre communauté de pratique inclut des agences qui ont un contrat ou des subventions du Airlist. Alors, ils ont une obligation avec le ministère de promouvoir les services en santé. Puis, la communauté de pratique de Mississauga-Halton, ils ont des agences qui ne sont pas fondées par le ministère, mais qui veulent promouvoir les services de santé. C'est une vraiment bonne table d'avoir tous les organismes anglophones et francophones qui veulent vraiment s'assurer qu'il y a des services en français dans la région de Mississauga-Halton. Leurs objectifs, c'est promouvoir les pratiques exemplaires en matière de services en français pour apporter les améliorations nécessaires aux services fournis dans le secteur de la santé et des services sociaux, améliorer la capacité des fournisseurs de services de santé et de services sociaux en français pour qu'ils puissent fournir des services adaptés sur le plan linguistique et culturel, et améliorer l'accès des francophones et des services de santé dans les services sociaux en français. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Puis aussi, pour conclure, je voudrais simplement dire que ces groupes de personnes se réunissent et partagent leur angoisse et sont passionnés par ce qu'ils font et apprennent à mieux le faire en interagissant régulièrement. Ensemble, nous enforçons de faire tomber les barrières linguistiques et culturelles de cette population prioritaire en situation minoritaire. Et je vous remercie beaucoup et je passe maintenant la parole à Paul. Merci, Tina. Donc, juste un moment, je vais à mon tour partager l'écran. Voilà, j'espère qu'on voit mon écran. Donc, mon but aujourd'hui est de parler de notre communauté de pratique virtuelle. C'est notre plateforme de collaboration pour les professionnels et le personnel de soutien bilingue dans les domaines de santé et mieux-être pour le sud-ouest de l'Ontario, surtout. Nous avons une série de partenaires qui collaborent, bien sûr, sur cette initiative-là. Et puis, je vais en parler un peu en ce moment. A trouvé ses origines. Je sais pas Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si vous m'entendez toujours? Bonjour Paul, c'est Nathalie, on t'entend, mais la connexion semble instable. Instable, d'accord.
Est-ce que vous voulez qu'on mette votre présentation pour vous? Ça serait probablement préférable pour l'instant, puis je vais enlever ma caméra pour m'assurer qu'on ne perde pas la connexion. D'accord? Parfait. Alors, on va on va faire défiler la présentation. Vous n'avez qu'à nous dire de faire avancer les diapos, s'il vous plaît. Merci, et puis désolé pour cet inconvénient. J'imagine que c'est arrivé à personne. Alors, la présentation, vous êtes là maintenant, Paul. Votre présentation. Merci. Alors, si on peut passer à la deuxième diapo, merci bien. Alors, notre communauté de pratique, évidemment, va trouver ses origines lors de journées de sensibilisation au printemps et en automne 2017. Donc, c'est quand même assez récent. C'était tenu avec nos collègues dans les secteurs de santé et de santé mentale et d'autres intervenants qui travaillent dans la région du sud-ouest de l'Ontario. Nous voulions identifier des stratégies qui visent non seulement à augmenter l'offre active de services en français, mais aussi à développer notre sentiment d'appartenance, à bâtir la capacité des intervenants bilingues, à se sentir confortable de travailler, de travailler en français et à faire face à l'insécurité linguistique et à briser l'isolement. Nous avons bien entendu, évidemment, à ce moment-là, que les gens ont un grand désir d'augmenter la capacité de desservir la communauté francophone, ainsi qu'un grand vouloir de collaborer entre professionnels. Conséquemment, pour assurer la poursuite des initiatives de sensibilisation menées en 2017, un groupe de travail s'est donné comme objectif de développer cet espace de rencontres virtuelles où nous pourrions réseauter avec nos collègues, échanger de l'information, afficher des nouvelles et discuter de problèmes ainsi que de solutions lorsque nous travaillons comme professionnels bilingues dans un milieu minoritaire dans les domaines de santé et mieux-être. Donc, on vous a partagé également les objectifs et les résultats qui étaient visés. Et puis, si on peut passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, notre communauté de pratique, essentiellement, il y a deux éléments. Nous avons le premier élément qui est la partie publique. Donc, on peut accéder à www.cppbsudouest.ca. Et à ce moment-là, les gens vont pouvoir atterrir sur une plage d'informations à laquelle on va pouvoir apprendre davantage sur la communauté de pratique. Ils peuvent apprendre à propos de nous. S'ils veulent devenir membres, il y a un mécanisme pour pouvoir devenir membre. Et évidemment, il y a aussi des ressources qui sont mises à la disposition pour les personnes qui ne sont pas nécessairement membres, qui peuvent quand même aller les consulter. Et différents services. Ceci étant dit, vous voyez sur cette page d'atterrissage-là qu'il y a un petit genre bouton bleu qui dit « Login communauté de services ». Alors, si on peut passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Ce qui arrive à un moment donné quand on est inscrit dans la communauté de pratique, à ce moment-là, on va accéder à un environnement, une plateforme d'information. Nous avions choisi comme comité d'héberger notre communauté de pratique sur la plateforme lignesanté.ca ou helpline.ca. Et la raison pour cela, c'est de pouvoir être un environnement qui était accessible et disponible et qui avait un certain soutien technique qui était mis à notre disposition. Ce qui est aussi pertinent et important pour nous par rapport aux différentes informations, c'était de savoir quels étaient les besoins de nos membres de la communauté de pratique. Essentiellement, nous avons constaté que la moitié de nos membres vont souvent consulter les informations qui sont dans la section d'annonces, mais il y a aussi des mécanismes qui sont mis en place pour créer des forums. Alors, on peut à ce moment-là, selon les différentes expertises ou les domaines dans lesquels les professionnels ou le personnel œuvrent, on peut se créer des forums ou des sections pour échanger davantage sur des sujets spécifiques.
Et puis, évidemment, on a également une autre bibliothèque de ressources qui est mise à la disposition exclusive des membres de la communauté de pratique. Ce qui est aussi significatif à comprendre à ce moment-ci par rapport à ça, c'est un peu notre... bien qu'on n'existe que depuis quelques années, d'ailleurs, notre lancement officiel a été réalisé en mars 2019. Alors, de l'automne 2017 à mars 2019, le comité ou les personnes qui ont fait partie du comité ont voulu, évidemment, mettre sur pied un mécanisme, une façon de pouvoir rendre cette communauté à la demande des membres qui sont dispersés partout dans le sud-ouest de la province de l'Ontario, pour pouvoir, évidemment, avoir un espace de collaboration propre à elles, propre à eux. Notre nombre de membres avait débuté en mars 2019 avec 40 professionnels ou membres de soutien dans le domaine de santé et mieux-être, et c'est du personnel bilingue. Lors de notre deuxième lancement, parce que nous avons fait un lancement dans la région de London en mars 2019, et ensuite nous avons fait un lancement supplémentaire en février de cette année, juste avant la pandémie. Et puis, à ce moment-là, nous avions augmenté notre membriété à presque 100 membres. Et puis, avec des incitatifs additionnels, des activités supplémentaires depuis notre deuxième lancement, malgré les circonstances liées à la COVID-19, nous avons quand même, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec au-delà de 160 membres qui font partie de la communauté de pratique. Ces membres-là, évidemment, évoluent dans différents domaines. On a des professionnels de santé qui sont soit en médecine, soit en travail social. Nous avons quand même également une source riche d'informations des retraités du domaine de santé qui contribuent et qui continuent à contribuer, évidemment, aux différentes plateformes. Et nous avons également des nouveaux arrivés qui sont issus d'expertise de domaine de santé qui veulent pouvoir s'orienter davantage dans la communauté, au service de la communauté francophone. Et puis, nous avons des étudiants également des domaines des facultés professionnelles de médecine et de travail social et puis de sciences infirmières qui font partie de cette communauté. Donc, ils sont issus d'un peu partout et de différentes expertises. Donc, c'est une riche variété que cet espace de collaboration-là apporte évidemment à ces membres de cette communauté. Et on peut sauter à la prochaine diapo. Alors, vite fait, nous avons quand même un petit comité directeur qui est constitué de membres de l'équipe de l'entité de planification, de la coordonnatrice des services en français du AirList Erie-Saint-Clair Sud-Ouest, d'une coordonnatrice de planification communautaire du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent, et puis évidemment de notre coordonnatrice responsable au réseau Franco-Santé Sud, Nancy. Et puis nous avions également une autre coordonnatrice initialement des services en français du AirList Sud-Ouest, qui a été avec nous à l'origine et puis que a évolué depuis dans un autre rôle parce qu'on cherche bien sûr à faire une certaine rotation. Donc, on espère que ceci vous a donné quand même un petit aperçu, un avant-goût par rapport à ce que notre communauté de pratique peut vous offrir. Alors, nous cherchons, si on passe à la dernière diapo, nous cherchons tout de même à toujours demeurer interactifs et en contact. Et puis, nous avons mis sur pied des webinaires, genre rendez-vous pour les membres de la communauté, un rendez-vous mensuel. Le comité organise des activités, on en a déjà réalisé 2. Et puis notre prochain, parce qu'on ne voulait pas fêter entre Noël et Jour de l'An, le rendez-vous, on a décidé de prendre une pause. Et puis notre prochain va avoir lieu le 27 janvier 2021, s'il y a certains qui veulent quand même s'intéresser à contribuer, même si vous n'êtes pas membre de l'espace de collaboration. Donc, je cède maintenant la parole. Je vous remercie bien et je cède la parole à Nathalie. Nathalie?
Alors, merci beaucoup pour toutes ces présentations. C'est très intéressant. J'avais le goût de dire « wow » là, en débutant. Chaque communauté de pratique a vraiment sa particularité. Donc, c'est vraiment une belle variété que vous nous offrez. Vous pouvez ouvrir vos caméras, conférenciers, conférencières. Et puis là, ben, vraiment, c'est à votre tour, participantes et participants. On veut vous entendre. Il y a plus de 50% d'entre vous qui faites déjà partie d'une communauté de pratique. Si vous avez le goût de nous partager votre expérience en tant que membre d'une communauté de pratique, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire partie, ou qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie d'une communauté de pratique? Qu'est-ce qui vous a amené à faire partie d'une communauté de pratique? On aimerait vraiment vous entendre. Alors, vous pouvez utiliser la boîte de conversation, le chat box en bas de votre écran et écrire, ou vous pouvez dire simplement que vous souhaitez prendre la parole et on va ouvrir votre micro avec plaisir pour vous entendre. J'avais aussi préparé une série de questions pour nos conférenciers et conférencières, mais en voyant le nombre important de participants et participantes qui font partie de communautés de pratique, j'aimerais bien vous entendre. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aura le courage, participants et participants en ligne, de se prononcer, de nous faire un court partage de sa participation au sein d'une communauté de pratique. Et peut-être d'ici à ce que l'un de vous se lance, j'aurais le goût de poser la question au présentateur d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est votre plus grande fierté en lien avec votre communauté de pratique ou votre table telle que vous les appelez dans certaines régions? Alors, je ne sais pas qui a le goût de répondre à cette question. Nathalie, c'est Tina. Je vais répondre. Je pense que qu'est-ce qui m'a vraiment choyée quand j'ai commencé la communauté de pratique, c'est le dévouement des membres. Tout de suite, on avait une grosse table. Je pense qu'il y avait comme 15 personnes à la première rencontre. L'entité 4 était là. Puis j'avais un organisme champion qui était capable de mettre les autres organismes excités de pouvoir faire la promotion des services de santé parce qu'il était déjà comme un centre communautaire francophone. Puis je pense que leur travail qu'ils faisaient, ça a encouragé les autres gens à participer puis à voir que tu pouvais juste faire des petites choses pour avancer. Puis ça ne coûtait pas grand-chose, tu n'avais pas besoin de beaucoup de ressources, juste des petits changements, juste avoir une enseigne qui disait ici, on sert en français, s'il y a des employés qui parlent le français, si tu as quelqu'un qui parle le français sur le téléphone, la réception, des choses comme ça. Fait que je pense que le dévouement des membres à la table, je pense que ça m'a vraiment... j'étais vraiment excitée, j'étais vraiment contente de voir les gens participer. Excellent. Effectivement, on le sent, on vous sent aussi, tous les présentateurs, présentatrices, on vous sent engagés aussi vous-même au sein de vos communautés de pratique. Est-ce que quelqu'un d'autre a le goût de partager sa plus grande fierté par rapport à sa communauté de pratique, en attendant que quelqu'un se lance, là? J'ajouterais peut-être, moi, c'est Annie ici, j'ai parlé un petit peu des activités qu'on a faites dans le Niagara. Ce dont je suis fière, c'est beaucoup le travail avec justement le réseau Franco-Santé du sud de l'Ontario, le travail avec Nancy qui a fait avancer des choses de façon spectaculaire dans notre communauté. On a fait, à toutes les années, on a une nouvelle forme de projet c'est-à-dire, on a commencé avec les rendez-vous carrière santé et ça a pris différentes formes à toutes les années. Et ce dont je suis très fière, c'est que c'est un modèle de fonctionnement qui encourage l'innovation. Et donc, ça nous permet, avec juste un début d'idée, d'avoir des conversations super riches, super intéressantes et toutes les idées qu'on a eues se sont traduites par des projets concrets dont on est très fiers, je dirais.
Donc, quand on a les bonnes personnes à la table, puis qu'on encourage l'inspiration, ça donne des bons résultats. Absolument. Nancy, je crois que tu voulais ajouter quelque chose? Parfait. Non, pas vraiment, mais je suis d'accord aussi. Là, il y a des belles réussites. Puis, c'est intéressant comment il y a un label qui s'est fait, les rendez-vous carrière santé. Puis, à chaque année, ce projet-là grandit, puis se fait connaître aussi de la communauté, puis des participants. Alors, c'est super. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait parler de sa fierté. Sinon, moi, j'ai des questions en banque pour vous. Je suis très curieuse. Paul, ta plus grande fierté, mais ta plateforme, c'est très. Moi, ça m'impressionne de voir à quel point, depuis très peu de temps, vous êtes passé à un si grand nombre de participants. Mon Dieu, qu'est-ce qui a pu. Ça a été quoi la bougie pas la bougie d'allumage, mais le catalyseur qui a fait en sorte que vous avez rejoint autant de gens en si peu de temps? Je pense que ce qui était certainement à notre profit, Nathalie, pour nous dans le sud-ouest de l'Ontario, c'est justement le fait que nous n'avions pas de plateforme collaborative pour les membres professionnels bilingues. Tu sais, on a souvent l'expression des tales de bleuets qui sont dispersés un peu sur le territoire, puis les professionnels bilingues sont un peu dans ce sens-là. Donc, comment faisons-nous si on ne peut pas physiquement rejoindre d'autres professionnels qui sont souvent les seuls individus dans des agences? Parce que prenons en considération que quand même les professionnels bilingues sont en minorité dans le sud-ouest de l'Ontario. Ne sont pas nécessairement en majorité au sein des agences et des services, mais ils cherchent toujours à vouloir contribuer et de faire des efforts collectifs. Donc, je crois pour nous, c'est ce qui nous rend fiers comme comité, c'est justement le fait que nous avons pu apporter cette plateforme à la demande. On a répondu à l'appel et puis on continue à répondre à l'appel auprès de cette communauté parce qu'évidemment, elle a quadruplé en membriété sur les derniers 18 mois. Parfait. Puis le fait aussi que au niveau de la plateforme dans laquelle sont invités autant les retraités que les professionnels actifs, que les étudiants, je trouve que c'est très ingénieux aussi. Je vous ai entendu parler de briser l'isolement, de favoriser un sentiment d'appartenance en tant que professionnel. Donc, c'est très astucieux d'avoir élargi comme ça la membriété, définitivement. Tina, ça roule chez vous comme ça se peut pas. Annie, même chose. Comment est-ce que vous assurez l'espèce de PEP qui reste parmi les membres de votre communauté, l'intérêt, vous aviez parlé d'engagement tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on nourrit ça au fil des ans, une communauté de pratique pour que ça continue à être vivant, dynamique? Avez-vous des pistes pour nous? Je vais commencer, Annie, si tu veux. Je pense que notre communauté de pratique sont très compétitifs. Alors, ils veulent s'assurer que chaque organisme a un programme ou quelque chose de nouveau qui va commencer. Je pense que s'ils ont des buts à atteindre, ça les engage encore plus de se mettre, d'être à la table. Quand on a premièrement commencé, on a travaillé vraiment proche avec le réseau, Nancy, Geneviève, Julie, pour une navigatrice francophone dans la région. Notre francophonie ici, c'est des francophones de la région, sont très, très, très impliqués dans qu'est-ce qui se passe. Il n'y avait pas grand service pour les francophones ici dans la région. Fait que la navigatrice, c'était un grand succès. Puis, c'est comme ça que la communauté de pratique s'est commencée à se faire connaître dans la communauté. Puis, je pense que si tu leur donnes des buts à atteindre, des choses nouvelles, ils apportent les idées à la table. C'est eux qui apportent les idées à la table s'ils ont des défis parce que c'est des organismes. J'ai des hôpitaux, j'ai des centres communautaires, j'ai des maisons de soins de longue durée, j'ai des maisons de soins palliatifs. Alors, c'est tous des services qui peuvent travailler ensemble pour faire
une meilleure continuum de services pour les patients. Fait que je pense si tu leur donnes un but, je pense que ça les attire, puis ils viennent s'asseoir à la table excités de faire de nouvelles choses. Parfait. Merci, Tina. Ça me donne des bonnes pistes. Annie? Je pense que, comme je disais tout à l'heure aussi, la partie innovation, la partie de trouver des choses, c'est un petit peu, je pense, puis là, je parle encore une fois des rendez-vous carrière santé puis tout ça. Je pense que ce qui fait qu'on est capable de garder les membres engagés, je dois avouer que c'est plus difficile en temps de pandémie. Quand on est moins capable de se rencontrer en personne. Mais je dirais que ce qui fait qu'on est capable de garder les membres engagés, c'est justement l'innovation qu'on apporte. C'est des solutions, c'est des choses qui n'ont pas nécessairement été faites avant, qui sont faites différemment. C'est un petit peu, on disait, Nancy et moi, comme la première activité de cette série-là, ça a été un autobus, on appelait ça l'autobus carrière santé, où on a pris des étudiants de Toronto et on les a amenés visiter des fournisseurs dans la région du Niagara. C'est un événement qu'on a qualifié de très flashy et dont les gens parlent encore. Donc, c'est toute la partie innovation créative qui, je pense, qui intéresse, en tout cas, qui m'intéresse moi, puis je pense qui fait qu'on est capable de garder les gens engagés. Merci beaucoup, Annie. Là, je vois que le temps file. On est à quelques minutes tout juste de la fin. Avant de laisser le mot de la fin à nos conférenciers et conférencières, parce que je sais que Nancy veut revenir, j'aimerais peut-être lancer un court sondage aux participants et participants qui sont en ligne. Restez avec nous, c'est très important pour nous. Alors, on va vous lancer quelques questions pour l'évaluation des webinaires. Vous les voyez apparaître à l'écran. Vos réponses sont tout à fait anonymes et facultatives, mais pour nous, ça nous aide vraiment à orienter nos futurs webinaires. Donc, la question 1, de façon générale, le contenu du webinaire était présenté clairement. Alors, vous choisissez votre choix de réponse. La question 2, et vous pouvez faire défiler les questions en utilisant la bande sur le côté. De façon générale, ce webinaire a favorisé l'échange et la participation. Donc, je vous répondais. Question numéro 3, le webinaire m'a permis d'augmenter mes connaissances sur le thème. Aujourd'hui, c'était les communautés de pratique. Question 4, ce webinaire m'a sensibilisé à l'importance des communautés de pratique pour aider à améliorer la santé des communautés francophones et acadiennes et à ses enjeux. Question 5, on fouille. En fait, on veut savoir ce modèle de communauté de pratique. Est-ce que vous avez l'intention d'intégrer au moins une des petites pistes que nos conférenciers vous ont lancées aujourd'hui chez vous? Et question 6, donc on vous lance quelques choix pour des webinaires à venir. Donc, vous cochez celui qui vous semble le plus d'intérêt pour vous. Alors, une fois que vous avez voté, vous pouvez tout simplement fermer cette fenêtre. Merci beaucoup. Et je vais, Nancy, je me tourne vers vous. Merci, Nathalie. Je voulais simplement rajouter, pour donner une ordre de grandeur aussi aux participants. Donc, laissez savoir que toutes ces communautés de pratique-là, on parle environ de plus de 230 personnes membres ou représentants d'agences, donc dans ces 5 communautés de pratique. Alors, on parle énormément de membres et de personnes qu'on peut rejoindre. Puis vous avez sûrement senti l'enthousiasme et la motivation des communautés. Puis, tant qu'à moi, une communauté de pratique, c'est une intelligence collective organisée en format communauté. Puis de pouvoir travailler avec toutes ces communautés de pratique-là pour mener un projet, c'est absolument un plaisir. Puis je peux vous dire aussi que c'est des amitiés qui se sont développées, c'est des connexions qui vont beaucoup plus loin que juste les projets qu'on a menés, mais qui permettent d'apporter de l'eau à la roue, puis de nourrir d'autres initiatives et d'autres projets. Alors, c'est certainement tout un plaisir aussi en tant qu'organisme de travailler avec toutes ces communautés de pratique-là. Donc, je voulais simplement dire ça à la fin. Merci. Merci Nancy. On a senti définitivement que c'est organique. Vos communautés, elles sont bien vivantes.
et elles sont uniques aussi selon les membres qui les forment et puis les priorités que vous vous donnez dans chacune des communautés, priorités qui reviennent vraiment aux membres de la communauté de pratique. Alors, on a Juliane Lantaigne qui dit à tous les conférenciers bravo et merci. Avant de vous quitter, je veux simplement vous indiquer à tous que l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui sera disponible sur le site de la Société Santé en français à partir de la semaine prochaine, ainsi que les présentations de chacun des conférenciers, chacune des conférencières. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été avec nous. Merci et bravo Tina Chrisman, Nancy Larivière, Paul Levac, Annie Boucher et Chloé Hayward aussi pour votre travail. Moi, je suis impressionnée de la qualité de ce que vous nous avez présenté et je souhaite longue vie à chacune de vos communautés de pratique ou tables ou plateformes. Et encore une fois, bravo. Merci beaucoup de nous avoir inspirés quant au fonctionnement des communautés de pratique. Au revoir.